Bonjour et merci d'écouter. En ce moment sur les réseaux sociaux, j'ai plein de copines qui viennent juste d'avoir leur premier bébé. Alors forcément, les tweets et les stories parlent de fatigue, de manque de sommeil. Et il y en a même une ou deux qui, en discutant, m'ont demandé pour combien de temps elles en avaient pris. Cette inquiétude fourbe du début, on n'en parle pas souvent, voire pas du tout, sur les chaînes YouTube de parents. Parce que c'est pas hyper shiny et parce que ça risquerait doucement ternir le portrait de la jolie famille parfaite et parfaitement heureuse qu'on s'échine à mettre en avant. Mais soyons sincères, au début, qui n'a pas flippé en se demandant s'il allait un jour récupérer ne serait-ce que les bribes de sa vie d'avant, de toutes ces choses qu'il aimait tant et que bébé a tranquillement supprimé de l'équation actuelle. C'est pas être un parent indigne de penser ça, de se demander ça, parce que ça n'enlève rien à l'amour inconditionnel qu'on porte à cette petite chose toute neuve sortie de nos entrailles. Alors, c'est peut-être un peu, c'est sûr, une considération de petit vénard occidental trop habitué à son confort égoïste et qui n'a rien d'autre à penser, mais ça reste humain. Et c'est donc parce que c'est humain, et peut-être pas universel, mais en tout cas assez largement répandu, que j'ai envie de consacrer ce podcast à la façon dont on vit cette dévotion plus ou moins totale de notre personne à notre nouveau-né, entre abnégation épanouie et inquiétude sourde, et à la façon dont nos moments personnels nous seront restitués au fur et à mesure que notre enfant va grandir. Oui, au début, même si on échangerait sa place pour rien au monde, soyons sincères, il y a parfois ce truc qui s'immisce dans nos pensées plus ou moins clairement et plus ou moins souvent. On donne tout à bébé, mais vraiment tout quoi. La moindre seconde de la journée, le moindre soubresaut d'énergie est pour lui. Et on ne bronche pas. Non, on aime ça même. Et quand on se croit épuisé, quand on croit avoir tout donné, s'il en demande encore, on en trouve encore. On rogne ses heures de sommeil, ses heures de loisirs. On rogne tout ce qu'on peut rogner. Le concept de temps personnel creuse, ça tombe tout seul au fond de notre jardin. Et nous, on rogne et on donne. Et on n'y réfléchit même pas à deux fois. Mais fatalement, on peut avoir cette impression un peu amère parfois de renoncement forcé, imposé, comme si pour vivre ces instants merveilleux de nouveaux parents, on avait dû tirer un trait sur tous les autres instants merveilleux qui composaient avant notre existence, parce qu'on n'a plus ni temps ni énergie pour quoi que ce soit d'autre. Bon, la très grande majorité de notre être en est ravie, mais il y a juste une petite voix qui couine, parfois, le soir. Et là maintenant, je veux rassurer votre petite voix. Nino va bientôt avoir 4 ans et j'ai désormais le recul pour parler de ça parce que ma petite voix n'a plus rien à dire. À 4 ans, il me semble que la dépendance qui lie le jeune enfant à ses parents s'est enfin désencombrée de tous les aspects pénibles, ou d'une très très grande partie en tout cas. Et de mon côté de parent, au fur et à mesure que mon fils a gagné en autonomie, j'ai retrouvé de mon temps, de mon énergie et même un peu de mon flegme d'antan. C'est arrivé progressivement au fil de plusieurs étapes distinctes et c'est de ces étapes que j'ai envie de parler aujourd'hui, de ces changements dans le quotidien qui surviennent plus vite qu'on ne le croit finalement et qui nous permettent, oui, de souffler un peu et de retrouver, au bout du compte, une certaine simplicité. Et je parle vraiment de gros changements qui vont transformer le quotidien de façon significative. Et chronologiquement, je pense que le premier, c'est lorsque bébé tient assis. Fini la corvée du bain, comme on a appris à la maternité, avec tout le bras plongé dans la flotte, le dos qui prend cher, et toujours cette vieille hantise, disons-le clairement, cette vieille hantise d'échapper son bébé. Quand il tient assis, on peut utiliser un anneau de bain ou un transat, on se libère une main et la toilette est drôlement plus fastoche. En ce qui concerne l'alimentation ensuite, le premier changement important chez nous, ça a été quand Nino a su manger seul. Je parle pas de se faire cuire des pâtes et décongeler un steak, mais juste de tenir la cuillère et manger sans qu'on l'aide. Parce que ça a beau être un moment de partage, un moment complice, faire manger bébé, c'est encore une fois une bonne heure par jour au début, en cumulant tous les repas où on ne fait que ça. Donc, quand il se met à enfourner tout seul,
toi à côté, tout en lui parlant et en riant avec lui, tu peux manger également, ou aussi, pourquoi pas, faire la vaisselle, passer le balai, plier le linge, ou faire la liste de courses, ou faire au final n'importe quelle autre corvée que tu n'auras donc plus à te fader pendant qu'il fera la sieste. À la maison, notre mini glouton, probablement motivé à l'idée d'imiter le coup de fourchette légendaire de son paternel, a su manger tout seul très tôt. Et pour l'encourager dans cette voie, dès les tout premiers temps de diversification, je prenais toujours 2 cuillères. Celle que j'utilisais pour le faire manger et une autre que je lui laissais pour qu'il essaie, au gré de ses envies, de l'utiliser tout seul. De cette façon, le repas ne durait pas des heures, parce que c'est moi qui donner le rythme, mais Nino avait aussi l'occasion de rôder sa technique. L'autre changement au niveau alimentation, c'est quand bébé commence à manger comme les autres. Je veux dire pas comme les autres bébés, mais comme les autres membres de la famille. Ce qui, soit dit en passant, permet aussi accessoirement de réajuster l'équilibre alimentaire général de tout le foyer. Parce que oui, si on veut que bébé mange sain, il n'y a pas de secret, il faut manger sain aussi. Sinon, donc, on peut très vite, une fois la diversification lancée, arrêter de se prendre la tête et de se bouffer du temps à préparer des mixtures spéciales pour bébé en ne faisant que ça pendant 2 heures chaque week-end. Un bon mixeur plongeant, et ça ne prend que 2 minutes avant chaque repas, de lui mettre à part une portion de ce qui a été préparé pour la famille et de la lui réduire en bouillie. Encore après viendra le temps béni où il ne sera même plus nécessaire de mixer. Et autre gain de temps, dès lors que bébé mange la même chose, c'est aussi plus simple de le faire manger en même temps que nous. Chez nous, ça a changé beaucoup de choses d'ailleurs. Non seulement ça a libéré du temps, mais ça a aussi instauré une nouvelle habitude dans la vie de famille qui est tout simplement celle de manger à table ensemble. Habitude qui, quand Nino a grandi, il faut bien le dire, a eu ses périodes bien reloues aussi. Ne nous le cachons pas. Mais habitude qui est surtout une belle occasion de partager, de discuter et de rigoler en famille. Après, il y a aussi des changements qui te donnent l'impression de perdre de nouveau, de reculer. Et en principe, ce sont les changements d'ordre moteur, quand bébé commence à ramper, puis à marcher, puis quand ton jeune enfant fait du vélo. Les tout premiers temps, tu lui colles au basque chaque seconde, tellement t'as peur qu'il se cogne ou qu'il tombe ou je ne sais quoi. Et selon moi, et contrairement à ce qu'on lit beaucoup sur les réseaux en ce moment, c'est pas une histoire de manque de lâcher prise. Le lâcher prise, ça n'est pas ça. Au début, c'est une question de sécurité. Ce temps d'adaptation est nécessaire. Et puis, quand tu réalises au bout de quelques jours ou de quelques semaines que oui, il maîtrise son truc et que toi, tu as pris le temps aussi de maîtriser le tien, c'est-à-dire de faire les changements qui s'imposent au niveau de la sécurité domestique, à ce moment-là, oui, tu commences à te détendre et on va pouvoir discuter lâcher prise. Sinon, autre chose quand bébé commence à marcher, c'est le moment où tu retrouves un vieux pote à toi, ton dos. J'ai eu Nino à 35 ans et après l'accouchement, j'ai sincèrement cru que j'étais définitivement passée du côté obscur, que j'étais vieille à tout jamais, le corps en permanence fourbu pour le reste de mon existence. Mais plus il est devenu à l'aise avec la marche, moins nous avons eu besoin de le porter et mon dos est peu à peu revenu parmi les vivants. Sinon, on n'a pas encore parlé du langage. Bon, les premiers mots... Ça fait plaisir, mais clairement, ça bouleverse pas le quotidien. Papa, maman, ok, c'est chouette, mais niveau conversation, c'est toujours assez limité, on va dire. Du coup, on aurait tendance à croire que c'est l'arrivée du nom, qui en principe ne prend pas trop de temps une fois que la parole est lancée, qui change vraiment tout. Mais moi, je trouve que le vrai changement, ça a été le oui, qui vient plus tard, mais qui bouleverse beaucoup plus. Nino a dit non dans ses tout premiers mots, et l'a rapidement utilisé à bon escient, qui plus est. Mais quand on n'a que le nom, les parties de devinette peuvent durer longtemps. Tu sais ce que bébé ne veut pas, mais tu as toujours un vieux doute sur ce qu'il veut. Une fois qu'il sait dire oui, là, ça ouvre des horizons fous. Les échanges deviennent aussitôt beaucoup plus riches. Après, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent sûrement, mais Nino a très tôt eu un bagage lexical très développé, ce qui fait qu'en ce qui concerne la communication verbale, on n'a pas vraiment eu le temps de se trouver en galère dans le foyer et du coup je n'ai pas vraiment de conseils à donner pour accéder à ce stade plus facilement. Ou alors à l'inverse, il y aurait tellement à dire que ça fera l'objet d'un prochain podcast dédié. Bon, évidemment, la propreté, ça change aussi complètement le quotidien. Bien entendu, l'enfant a beau savoir faire ses besoins au pot,
On est encore de corvée pour la logistique, pour installer le pot ou le réhausseur ou le marchepied, pour essuyer, pour habiller, pour vider le pot, mais c'est toujours moins fastidieux et moins désagréable pour la vue comme pour l'odorat que de changer des couches. Et un jour, notre enfant a 4 ans et il se débrouille totalement tout seul. Et alors on se retourne en se demandant où est passé ce temps, où il a filé si vite, et on a l'impression que dans un souffle, on aura déjà un préado à la maison. Ceci dit, il reste un changement que je gardais pour la fin parce qu'il est assez fluctuant d'un enfant à l'autre. Ça peut arriver très tôt ou au contraire mettre beaucoup de temps. J'ai vu aussi avec Nino qu'il a eu des périodes avec et des périodes sans. Et je parle de la capacité à s'occuper tout seul. Pour Nino, il y a eu une première période, autour de ses 3 ans, où il s'était bien mis à jouer tout seul pendant la journée. Il s'installait sur un tapis, sur le canapé, à la table basse, et il lisait, ou il dessinait, ou il jouait aux petites voitures, ou avec ses 10 000 peluches. Il se racontait des trucs en même temps, son imagination tournait clairement à toute vapeur. À cette époque, c'était encore bref, ça durait 10 minutes à tout casser, mais de mon côté, je me disais, c'est fou finalement tout ce qu'on peut faire en 10 minutes quand ça fait des heures qu'on a élaboré sa liste mentale. Par contre, l'entrée à l'école a fichu tout ça en l'air. À l'automne, Nino, pendant des semaines, avait un très gros besoin de proximité avec nous quand on rentrait à la maison et il ne jouait plus du tout seul. Il ne nous lâchait littéralement plus les baskets et ça a duré un bon moment. Par contre, vers Noël, c'est revenu et maintenant c'est posé. Il passe de très longs moments à s'occuper seul. Ce qui l'occupe le plus, c'est quand il dessine ou qu'il essaie d'écrire ou qu'il découpe. La pâte à modeler aussi. Son circuit de petites voitures, ses peluches ou faire des constructions. En fait, c'est par période. Mais ça change tout pour les parents. On peut se doucher tranquillement le matin, je veux dire, sans que la porte soit ouverte toutes les 2 minutes à base de « T'as fini maman, ça y est ?» On peut faire des corvées domestiques avant que le soir soit venu. Et on retrouve alors le concept de soir pour bouquiner ou pour regarder un film en moins de 4 fois ou juste pour se coucher tôt. Quand il joue dehors, on n'est plus obligé de jeter aussi 12 cailloux à la minute dans la grosse flaque ou de creuser la terre avec un bâton. On peut de nouveau apprécier le confort de nos chaises longues pendant que notre enfant court gaiement partout. J'en suis même à un stade, mais c'est très récent, où il m'arrive de faire un rien de cuisine ou de pliage de linge à l'intérieur, tandis que Nino joue au jardin. Il doit absolument rester là où je le vois, il a des consignes strictes, et je sors à peu près chaque minute pour vérifier, n'empêche que. J'ai aussi cette espèce de radar auditif qui se met en branle, et qui jauge la normalité et la sécurité de la situation au bruit émis par mon enfant, n'empêche que. Je peux dire à toutes les mamans qui ont des enfants plus petits, soyez confiantes, ça va revenir. Il va finir aussi par savoir se déshabiller, se rhabiller tout seul, par savoir se laver les mains, puis le corps entier sous la douche, par savoir se rincer sans aide, même s'il vous rincera aussi 2-3 fois le temps de bien savoir manier le pommeau. Il saura mettre ses chaussures tout seul, les enlever, ouvrir ses feutres et sa boîte de pâte à modeler sans votre aide, attraper ses livres même sur l'étagère du haut. Oui, il saura petit à petit ne plus avoir besoin de vous. Et non, ces moments où vous étiez totalement dévolu à ses besoins avant de pouvoir ne serait-ce que penser aux vôtres, non, ils ne vous manqueront pas. Mais une fois cette période terminée, vous réaliserez à quel point bon sang, cet enfoiré de temps ne cesse d'accélérer. J'espère que ce podcast vous a intéressé et j'espère que vous partagerez votre expérience dans les commentaires pour raconter aux autres parents vos souvenirs en la matière. Si votre enfant a déjà passé les différents caps vers l'autonomie, pour dire quel a été l'aspect qui vous a paru peut-être le plus long ou le plus pénible et quel est le changement qui vous a le plus soulagé ensuite. Et si vous avez un enfant plus petit et que vous avez des questions que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à les poser là. On n'apporte pas de réponse universelle, on n'apporte pas de données scientifiques, mais on pourra tout simplement partager nos expériences, ce qui souvent déjà suffit à pas mal rassurer et à conforter. Avant de se dire au revoir et de se faire la bise, merci de prendre aussi 2 petites secondes pour liker ce contenu s'il vous a plu et pensez pourquoi pas à partager la chaîne où vous pensez qu'elle pourra plaire. Et je vous remercie justement pour votre soutien et votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux podcasts et en attendant, soyez sages.